Une vierge épouse, un millionnaire. La robe blanche moulait encore son corps dans la pénombre. Son regard brûlait plus que n'importe quelle parole. Et le « je ne peux pas » qu'elle murmura résonna comme un défi dangereux. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce sera la meilleure histoire que vous entendrez cette semaine. Si cette histoire vous émeut, devenez auditeur premium. Il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Cliquez sur « Devenir membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à petit prix. Accédez au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. Le manoir Mercier, situé dans l'exclusif quartier de Neuilly-sur-Seine à Paris, resplendissait sous le ciel étoilé de cette nuit de printemps. Des lumières stratégiquement positionnées illuminaient les jardins impeccablement entretenus, où plus de 300 invités parmi entrepreneurs, célébrités et politiciens célébraient ce que beaucoup considéraient comme le mariage de l'année. Hélène Dupont, une architecte de 30 ans, connue pour son talent exceptionnel et sa beauté éblouissante, venait de devenir l'épouse d'Édouard Martin, l'un des entrepreneurs les plus influents et riches de France. La robe d'Hélène, dessinée par un célèbre styliste français, se distinguait par sa simplicité élégante qui contrastait avec l'opulence de la cérémonie. Son visage, encadré par des boucles châtaines soigneusement arrangées, affichait un sourire qui n'atteignait pas complètement ses yeux couleur miel. Peu de gens remarquaient ce détail, éblouis par l'éclat des diamants à son cou et par l'atmosphère de glamour qui imprégnait l'environnement. Édouard, un homme de 40 ans avec des cheveux grisonnants aux tempes, qui lui conférait un air de maturité et de pouvoir, ne quittait pas des yeux son épouse. Son parcours, de petit garçon pauvre de la campagne lorraine au magnate de l'immobilier, était connu et admiré par beaucoup. Le mariage avec Hélène représentait non seulement la conquête d'une femme éblouissante, mais aussi la consolidation de son ascension sociale. « Tu es absolument ravissante », chuchota Édouard, tenant la main d'Hélène, tandis qu'il saluait les invités. « Merci », répondit-elle avec un sourire répété. « Tout est parfait. » Parfait était le mot qu'Édouard utilisait le plus pour décrire ce jour. Parfaite décoration, parfait buffet, parfaite musique, parfaite mariée. Son obsession pour la perfection avait transformé le mariage en un spectacle grandiose, méticuleusement planifié pour impressionner la haute société parisienne. Parmi les invités, Camille Dubois, meilleure amie d'Hélène depuis l'époque de la faculté d'architecture, observait le couple avec un regard préoccupé. Elle connaissait Hélène profondément et savait que derrière ce sourire répété existait une tempête d'émotions contradictoires. « Elle semble heureuse, n'est-ce pas ?» demanda Gustave, mari de Camille, en se servant de champagne. « Elle semble », répondit Camille, en accentuant le mot avec une intonation qui suggérait le doute. « Mais je connais Hélène depuis 15 ans. Quelque chose ne va pas. » De l'autre côté de la salle, une figure solitaire observait le couple avec intensité. Raphaël Moreau, photographe renommé et ex-petit ami d'Hélène, avait été engagé pour documenter l'événement à la demande du marié, qui ignorait leur passé commun. Hélène avait insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de problème, mais son cœur s'accélérait chaque fois qu'elle sentait le regard de Raphaël sur elle. La fête progressa dans la nuit avec des discours émouvants, des danses élaborées et des démonstrations extravagantes de richesse. Édouard tenait à montrer à tous qu'aucune dépense n'avait été épargnée pour célébrer son union avec Hélène. Pendant ce temps, la mariée alternait entre des moments d'apparente joie et des instants d'absence, quand son regard se perdait à l'horizon, comme si elle cherchait une issue. Près de minuit, suivant la tradition, le couple se retira discrètement pour commencer leur première nuit en tant que mari et femme. Une suite présidentielle dans l'hôtel le plus luxueux de Paris avait été préparée avec des pétales de rose, du champagne et tous les détails romantiques qu'Édouard considérait essentiels pour une nuit parfaite. Dans l'ascenseur, seul pour la première fois de la journée, Édouard tint Hélène par la taille et l'embrassa avec passion. Elle répondit mécaniquement, son esprit apparemment distant. « Enfin seul, dit-il, écartant une mèche de cheveux du visage d'elle. « Ça va ?»« Juste fatigué, » répondit Hélène, évitant son regard. C'était une journée intense. En entrant dans la suite, Hélène resta momentanément sans voix devant l'opulence de l'environnement. Édouard avait transformé la chambre en un décor digne d'un film romantique, avec un éclairage doux, de la musique d'ambiance et une vue panoramique sur la ville illuminée.
« Tu acceptes une coupe de champagne ?» demanda Édouard, se dirigeant déjà vers le seau à glace où la bouteille attendait. « Oui, s'il te plaît. » Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville. Paris, la métropole qui ne dort jamais, semblait refléter la tourmente en son fort intérieur. Tant de lumière, tant de vie, tant d'histoires se déroulant simultanément. Et là, elle vivait un conte de fées qui semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Édouard s'approcha, lui remettant la coupe. « Un toast à notre avenir, proposa-t-il, les yeux brillants d'expectative. « À notre avenir, répondit Hélène, touchant sa coupe à la sienne. Le champagne descendit amer dans sa gorge. Hélène posa la coupe sur la table basse et respira profondément. Édouard s'approcha de nouveau, maintenant avec des pas lents et décidés. Ses mains trouvèrent la taille d'elle et ses lèvres cherchèrent son cou. « Tu n'imagines pas combien j'ai attendu ce moment, » murmura-t-il contre sa peau. « Depuis le premier jour où je t'ai vu à cet événement d'architecture, j'ai su que tu serais mienne. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine, non de plaisir, mais d'une peur soudaine et inexplicable. Les mains d'Édouard trouvèrent la fermeture éclair de sa robe et commencèrent à la descendre lentement. Elle ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration de plus en plus accélérée. Des images fragmentées envahirent son esprit. Une chambre sombre, des voix altérées, des larmes silencieuses. Des souvenirs qu'elle avait lutté pour enterrer dans les recoins les plus profonds de sa conscience émergeaient maintenant avec une force écrasante. « Je ne peux pas !» Les mots s'échappèrent de ses lèvres comme un murmure désespéré. Édouard s'arrêta confus. « Qu'as-tu dit, mon amour ?» Hélène s'éloigna, croisant les bras sur sa poitrine comme si elle voulait se protéger. « Je ne peux pas, Édouard. Je n'y arrive pas. » Le visage d'Édouard se transforma. La confusion fit place à l'incrédulité, puis à l'irritation. « Comment ça, tu ne peux pas ?»« Hélène, nous venons de nous marier. Que se passe-t-il ?»« Je sais, répondit-elle, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « S'il te plaît, essaie de comprendre. J'ai besoin de temps. »« Du temps ?» La voix d'Édouard s'éleva. « Nous avons eu 6 mois de fiançailles. Tu n'as jamais mentionné rien à propos de ça. Qu'y a-t-il à comprendre ?» Hélène ne pouvait pas trouver les mots pour expliquer l'inexplicable. Comment lui parler des fantômes qui la hantaient? Comment révéler les cicatrices invisibles qu'elle portait? Plus important, comment avouer qu'elle avait accepté de se marier pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour? « Je suis désolée » fut tout ce qu'elle put dire, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Édouard passa les mains dans ses cheveux, visiblement frustré. « Est-ce une sorte de plaisanterie? Ou un test? Parce que ce n'est pas drôle, Hélène. »« Ce n'est rien de tout cela, » répondit-elle, luttant pour maintenir sa composition. « J'ai juste besoin que tu sois patient avec moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard la regardait comme s'il était devant une étrangère. Dans un certain sens, il l'était. La femme qu'il avait poursuivie et conquise, l'architecte brillante et sophistiquée que tous admiraient, se révélait maintenant être une complète inconnue. « Je vais prendre l'air, » dit-il finalement, prenant sa veste. « Quand je reviendrai, j'espère que tu auras reconsidéré cette situation. » La porte se ferma avec un coup sec, laissant Hélène seule avec ses démons. Elle se laissa tomber sur le lit, encore vêtue de sa robe de mariée, sentant le poids de ses choix et de son passé compresser sa poitrine jusqu'à presque l'étouffer. Le mariage de rêve, méticuleusement planifié et exubéramment célébré, commençait par un refus et un mystère. Hors de la chambre, Édouard marchait dans le couloir de l'hôtel, la colère et la frustration émanant de chaque pas. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était un message de son détective privé. « J'ai des informations importantes sur le passé de votre épouse. Nous devons parler urgemment. » Le bureau d'Édouard Martin occupait le dernier étage d'un imposant édifice au cœur de l'avenue des Champs-Élysées. La vue panoramique de Paris, normalement sa fierté et son plaisir, passait inaperçue ce matin-là, tandis qu'il fixait Marcel Ferré, le détective privé qu'il avait engagé quelques semaines avant le mariage. « Répétez ce que vous avez dit », ordonna Édouard, tenant fermement la tasse de café qui menaçait de trembler dans sa main. Marcel, un homme d'âge moyen avec des cernes profondes et un regard qui révélait des années à investiguer les secrets les plus sombres de l'élite parisienne, se racla la gorge avant de continuer. « Comme je disais, monsieur Martin, j'ai trouvé des informations que vous pourriez juger troublantes. Hélène n'est pas née à Lyon, comme il figure dans ses documents officiels. Elle est née à Chamonix, dans une clinique privée. Et il y a plus.
Le nom de famille Dupont a été adopté seulement quand elle avait 12 ans. Édouard posa la tasse sur la table avec un mouvement brusque, renversant quelques gouttes sur le plateau en bois noble. Et quel était son nom de famille original? Duval. Hélène Duval. Fille de Marthe Duval, employée de maison qui a travaillé pendant des années dans le manoir des Mercier à Chamonix. La mention du nom Mercier fit pâlir Édouard. Mercier? Vous en êtes sûr? Absolument. La famille Mercier était propriétaire de plusieurs entreprises de construction civile dans la région. Le patriarche, Antoine Mercier, est décédé il y a 15 ans. Il a laissé un fils unique, Charles Mercier, qui a repris les affaires de la famille. Édouard se leva brusquement et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville pulsait là en bas, étrangère au tourbillon qui se formait dans son esprit. Charles Mercier était son cousin au second degré. La famille Martin et la famille Mercier partageaient un ancêtre commun, un immigrant italien qui avait fait fortune en France au début du XXe siècle. « Continuez », ordonna-t-il, sans se retourner. Hélène a vécu à Chamonix jusqu'à ses 12 ans. Ensuite, elle et sa mère ont déménagé à Lyon, où elles ont adopté le nom de famille Dupont. La mère a trouvé un emploi comme gouvernante dans la maison d'une famille aisée, les Moreau. C'est là qu'Hélène a connu Raphaël Moreau, fils unique de la famille. Édouard se retourna brusquement. « Raphaël Moreau, le photographe de notre mariage ?» Marcel acquiesça. « Le même. Ils ont été en couple pendant toute leur adolescence. Hélène a obtenu une bourse pour étudier l'architecture à Paris, grâce à l'influence de la famille Moreau. Raphaël l'a suivi, s'inscrivant au cours de photographie. Ils sont restés ensemble jusqu'à il y a 6 ans, quand ils ont rompu de façon abrupte. Les motifs de la rupture ne sont pas clairs, mais ils ont coïncidé avec une hospitalisation d'Hélène pour stress aigu. Édouard sentit le sang bouillir dans ses veines. La présence de Raphaël au mariage n'avait pas été une coïncidence. Hélène avait insisté pour l'engager, alléguant qu'il était le meilleur photographe de la ville, et lui, aveuglément amoureux, avait accepté sans poser de questions. « Y a-t-il autre chose que je devrais savoir ?» demanda-t-il, essayant de contrôler la colère qui grandissait en lui. « Oui », répondit Marcel, sortant un dossier de sa mallette. « J'ai réussi à accéder aux dossiers médicaux d'Hélène. En plus de l'hospitalisation pour stress, elle a fait de la thérapie pendant des années. Le diagnostic mentionnait un traumatisme lié à un événement spécifique, mais les détails sont confidentiels. Et il y a une chose de plus. » Marcel hésita. « Parlez », exigea Édouard. « J'ai trouvé un test ADN réalisé il y a 5 ans. Hélène a engagé un laboratoire privé pour comparer son ADN avec celui de quelqu'un de la famille Mercier. Le résultat indiquait une parenté au premier degré. Le monde d'Édouard sembla ralentir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image troublante. Hélène pourrait être la fille de quelques membres de la famille Mercier, ce qui la rendrait sa parente. Était-ce la raison de son refus lors de la nuit de noces? Savait-elle de cette possible connexion familiale? « Je veux que vous continuiez à enquêter, » dit Édouard, revenant au bureau. « Découvrez tout sur son passé à Chamonix. Je veux savoir qui est le père biologique d'Hélène et pourquoi elle m'a caché cela. » Après le départ de Marcel, Édouard resta immobile, contemplant les révélations. 3 jours s'étaient écoulés depuis la désastreuse nuit de noces. Hélène et lui partageaient la même maison, mais dormaient dans des chambres séparées. Elle avait suggéré qu'ils consultent un thérapeute de couple, mais Édouard avait refusé. Ce n'était pas un problème de relation commun. C'était quelque chose de beaucoup plus profond et troublant. En fin d'après-midi, Édouard retourna au manoir à Neuilly-sur-Seine. La maison, malgré son espace et son luxe, semblait suffocante maintenant. Il trouva Hélène dans le jardin d'hiver, travaillant sur un projet. Elle leva les yeux quand elle l'entendit entrer, un mélange d'espoir et d'appréhension dans son regard. « Nous devons parler », annonça-t-il sans préambule. Hélène ferma son ordinateur portable et indiqua le fauteuil en face d'elle. « Je t'écoute. » Édouard l'étudia un moment, cherchant des signes de culpabilité ou de dissimulation. Elle semblait fatiguée, avec des cernes visibles sous ses yeux en amande. Ses cheveux, normalement impeccables, étaient attachés en une queue de cheval désalignée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais né à Chamonix ?» demanda-t-il, observant attentivement sa réaction. Hélène pâlit. Ses doigts serrèrent l'accoudoir du fauteuil avec force. « Comment as-tu… » « Réponds à la question, Hélène. » Elle respira profondément, essayant de retrouver sa composition. « Je n'ai pas pensé que c'était pertinent. Je suis parti de là très jeune. Je n'ai pas de souvenirs significatifs.
Et pourquoi as-tu changé ton nom de famille de Duval à Dupont? Les yeux d'Hélène se remplirent de larmes. Tu m'as fait enquêter? Réponds, insista Édouard implacable. C'était l'idée de ma mère, répondit-elle, la voix presque un murmure. Elle voulait un nouveau départ pour nous deux à Lyon. Elle disait que Duval était trop commun, que Dupont sonnait plus, sophistiqué. Édouard acquiesça lentement, comme s'il absorbait chaque mot. Et Raphaël Moreau? Pourquoi as-tu insisté pour l'engager pour notre mariage, sans mentionner que vous avez été en couple pendant des années? Une larme coula sur le visage d'Hélène. J'aurais dû te le dire, mais nous avons rompu il y a si longtemps. Je ne pensais pas que c'était important. Il est vraiment un excellent photographe. Et ton hospitalisation pour stress aigu? Tu n'as pas non plus jugé important de le mentionner? Hélène se leva brusquement, le visage maintenant un masque d'indignation et de douleur. Jusqu'où est allée cette enquête? Tu as fouillé mes dossiers médicaux? C'est une invasion de vie privée, Édouard. Il se leva aussi, lui faisant face. Vie privée? Tu as caché tout ton passé, Hélène. Tu t'es mariée avec moi en sachant qu'il y avait des secrets qui pouvaient affecter notre relation. Et la nuit de noces, tu m'as rejeté sans explication. Quel genre de mariage est-ce? Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage d'Hélène. Tu ne comprends pas. Il y a des choses dans mon passé qui sont difficiles à expliquer. Des choses que j'ai essayé d'oublier. Comme le test ADN que tu as fait il y a 5 ans, demanda Édouard, jouant sa dernière carte. Hélène chancela comme si elle avait reçu un coup physique. Elle s'appuya sur la table pour ne pas tomber, le visage complètement drainé de couleur. « Comment as-tu su cela » demanda-t-elle, la voix presque inaudible. « Je sais que tu as comparé ton ADN avec quelqu'un de la famille Mercier. Ce que je ne sais pas, c'est pourquoi, ou qui tu soupçonnais être ton parent. » Hélène ferma les yeux, comme si elle essayait d'échapper à cette réalité. Quand elle les rouvrit, il y avait une détermination renouvelée dans son regard. « Tu veux des réponses, Édouard? Parfait, moi aussi. Mais pas de cette façon, pas à travers des enquêteurs et des dossiers. Si nous voulons avoir une chance en tant que couple, nous avons besoin d'honnêteté et de respect mutuel. » Édouard sentit la colère diminuer un peu face à la dignité blessée d'Hélène. Une partie de lui admettait que son approche avait été agressive et invasive. « Je suis prêt à écouter, » dit-il, modérant le ton de sa voix. « Mais j'ai besoin de la vérité, Hélène, toute la vérité. » Elle acquiesça lentement. « Je vais tout te dire, tout ce que je sais, mais j'ai besoin d'un peu de temps pour organiser mes pensées, et j'aimerais que Camille soit présente. »« Ton amie? Pourquoi? » ?»« Parce qu'elle connaît des parties de mon histoire que je n'ai jamais racontées à personne. Et parce que j'ai besoin de soutien pour revivre certains souvenirs. » Édouard hésita, mal à l'aise avec l'idée d'impliquer une tierce personne dans quelque chose d'aussi intime. Mais il vit dans les yeux d'Hélène que c'était une condition non négociable. « D'accord, » accepta-t-il finalement. « Quand? » ?»« Demain soir, ici à la maison. » Édouard acquiesça et se retira, laissant Hélène seule avec ses larmes et ses secrets. Tandis qu'il montait les escaliers en direction du bureau, son téléphone vibra. C'était un message de Marcel. « J'ai trouvé le nom du père biologique d'Hélène dans les registres de la clinique. Vous n'allez pas le croire. Le manoir de Neuilly-sur-Seine semblait plus silencieux que jamais ce soir-là. Hélène attendait dans le vaste salon, ses doigts tambourinant nerveusement sur l'accoudoir du canapé en cuir italien. Camille, assise à ses côtés, tenait sa main fermement, offrant le soutien silencieux que seule une amitié de plusieurs années pouvait apporter. « Tu es sûre que tu es prête pour ça ?» demanda Camille, observant son amie avec préoccupation. Hélène acquiesça lentement. « Je n'ai pas le choix. Ces secrets m'ont déjà trop coûté. Il est temps de les affronter. » Le son de la porte principale s'ouvrant annonça l'arrivée d'Édouard. Il entra dans la salle avec des pas calculés, l'expression grave contrastant avec l'élégance impeccable du costume bleu marine. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hélène avant de se diriger vers Camille, la saluant d'un signe distant. « Merci d'être venu, » dit Hélène, indiquant le fauteuil en face d'elle. « S'il te plaît, assieds-toi. » Édouard obéit, maintenant une posture rigide. Le silence qui suivit était dense, presque palpable. Ce fut Camille qui le rompit. « Avant de commencer, je dois clarifier quelque chose, Édouard. Je suis ici en tant qu'ami et soutien d'Hélène. Ce qui sera dit dans cette pièce doit rester entre nous. Hélène a accepté de partager son histoire avec toi, mais ce n'est pas un interrogatoire. » Édouard acquiesça, sans détourner les yeux d'Hélène. « Je suis ici pour écouter. » Hélène respira profondément, se préparant à revivre des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer pendant des années. «
Mon histoire commence avant même ma naissance. Ma mère, Marthe Duval, a commencé à travailler comme employée de maison dans le manoir des Merciers à Chamonix quand elle avait seulement 16 ans. C'était une fille de la campagne, naïve et éblouie par le luxe de cette famille. Édouard resta impassible, bien que ses yeux trahissent un intérêt intense. Le patriarche, Antoine Mercier, était un homme puissant et craint. Tous dans la maison lui obéissaient sans questionner. Son fils, Charles, venait de se marier et vivait avec son épouse dans une aile séparée du manoir. Ma mère racontait que le manoir était si grand qu'il pouvait abriter 3 familles sans qu'elles aient besoin de se rencontrer. Hélène fit une pause, cherchant la force pour continuer. Camille serra sa main, l'encourageant. Quand ma mère a eu 18 ans, Antoine a commencé à lui manifester un intérêt spécial. Au début, c'était juste des compliments et de petits cadeaux. Puis des visites nocturnes dans la chambre du fond où elle dormait. Édouard s'ajusta dans le fauteuil, visiblement mal à l'aise avec la tournure de l'histoire. Ma mère n'avait aucun moyen de résister. Il était le patron, tout puissant dans cette maison. Et elle, une fille sans famille, sans ressources, sans options. La relation, si on peut l'appeler ainsi, a duré presque 2 ans. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Hélène essuya une larme solitaire qui coulait sur son visage. Quand il a appris la grossesse, Antoine est devenu furieux. Il a accusé ma mère de l'avoir trompée, d'essayer de lui soutirer de l'argent. Il a menacé de l'expulser sans référence, ce qui signifierait ne plus jamais trouver d'emploi comme domestique. Mais alors quelque chose d'inattendu s'est produit. Charles, le fils d'Antoine, est intervenu pour elle. Édouard s'inclina vers l'avant, de plus en plus absorbé par le récit. Charles a convaincu son père de ne pas expulser ma mère. Il a argumenté qu'un scandale serait préjudiciable pour les affaires et pour la réputation de la famille. Il a proposé un accord. Ma mère resterait travailler au manoir jusqu'à la fin de sa grossesse, accoucherait discrètement dans une clinique privée et déciderait ensuite si elle voulait continuer à travailler pour eux, à condition qu'elle ne révèle jamais qui était le père de l'enfant. « Et elle a accepté ?» demanda Édouard, brisant son silence pour la première fois. Hélène acquiesça. Quel choix avait-elle? Elle était enceinte, seule, sans argent. Charles a promis que tant elle que le bébé seraient bien traités, et, d'une certaine façon, il a tenu parole. Je suis né dans cette clinique privée à Chamonix. Mon acte de naissance ne listait que le nom de ma mère. Le champ du père était vide. Édouard absorbait chaque mot, les connectant avec les informations qu'il possédait déjà. Alors Antoine Mercier était ton père biologique? Oui, confirma Hélène, une amertume dans sa voix. L'homme qui a abusé de ma mère et qui nous a ensuite rejetés était mon père, le patriarche de la famille Mercier, l'une des plus riches et influentes de Paris. Le même homme qui, des années plus tard, je découvrirais être ton parent éloigné. La révélation plana dans l'air comme un nuage lourd. Édouard pâlit, comprenant finalement l'ampleur du secret qu'Hélène portait. J'ai grandi à l'arrière de ce manoir, fille de la domestique, sans savoir qui était mon père. Antoine ne m'a jamais adressé la parole, n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour moi. Pour tous les effets, j'étais juste la fille de Marthe, tolérée par charité. Camille, qui connaissait déjà une partie de l'histoire, semblait néanmoins émue en entendant Hélène narrer son passé avec tant de franchise. Quand j'avais 10 ans, Antoine est tombé malade. Un cancer agressif qui l'a confiné au lit. C'est à cette époque que quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Charles, qui avait toujours été poli mais distant avec moi, a commencé à m'observer avec un intérêt inhabituel. Il posait des questions sur mes études, apportait des livres et des cadeaux. Il est même allé jusqu'à suggérer que je pourrais étudier dans une meilleure école. Hélène se leva, incapable de rester assise pendant que les souvenirs l'assaillaient. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observant la nuit dehors. Ma mère s'est alarmée de cet intérêt soudain. Elle craignait que Charles ait d'autres intentions. Peu après, Antoine est décédé. Le lendemain des funérailles, ma mère m'a réveillé au milieu de la nuit. Nous avions 2 valises prêtes et un taxi qui attendait. Nous avons fui le manoir sans rien dire à personne. Édouard fronça les sourcils. Pourquoi cette fuite si soudaine? Hélène se tourna vers lui, le visage marqué par l'angoisse des souvenirs. À l'époque, je n'ai pas compris. C'est seulement de nombreuses années plus tard que ma mère m'a raconté. La nuit précédant notre fuite, elle avait entendu une conversation entre Charles et son épouse. Ils discutaient d'ADN et d'héritage. Charles soupçonnait que je n'étais pas la fille d'Antoine, mais la sienne. Un silence abasourdi domina la salle. Édouard se leva aussi, choqué par la révélation. « Comment ça? Charles croyait être ton père ?»
Hélène acquiesça. Selon ma mère, avant qu'Antoine ne commence à la harceler, elle et Charles avaient eu une brève relation. Quelque chose qui n'avait duré que quelques semaines et qui s'était terminé quand son épouse l'avait découvert. Antoine n'en a jamais rien su. Quand il a commencé à s'intéresser à ma mère, elle n'a pas pu refuser, comme je l'ai déjà expliqué. « Et tu crois que Charles pourrait être ton père biologique ?» demanda Édouard, essayant de traiter cette nouvelle information. « Je ne sais pas, » répondit Hélène sincèrement. « Pendant des années, j'ai cru que j'étais la fille d'Antoine, basée sur ce que ma mère m'avait raconté. Mais les doutes ont toujours existé. C'est pour cela que, il y a 5 ans, j'ai fait ce test ADN que tu as découvert. » Édouard marcha jusqu'au bar et se servit un whisky sans en offrir aux autres. Il avait besoin de quelque chose de fort pour l'aider à digérer cette histoire. « Comment as-tu obtenu l'ADN pour la comparaison ?» demanda-t-il, après une longue gorgée. « Charles a un fils, René Mercier. Il est médecin et a donné une conférence à l'université où j'étudiais. J'ai profité de l'opportunité pour obtenir un échantillon. Un verre d'eau qu'il avait utilisé. Et le résultat, demanda Édouard, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Positif pour une parenté au 1er degré, ce qui signifie que Charles est mon père ou René est mon demi-frère. De toute façon, cela a confirmé que j'ai du sang Mercier dans les veines. » Édouard finit sa boisson d'un seul trait. « Et comment cela se rapporte-t-il à notre situation actuelle? À ton refus la nuit de noces ?» Hélène échangea un regard avec Camille avant de répondre. « Quand nous nous sommes rencontrés, Édouard, je ne connaissais pas ta connexion avec la famille Mercier. C'est seulement après nos fiançailles, quand tu m'as présenté à quelques parents éloignés, que j'ai fait le rapprochement. J'ai recherché ton arbre généalogique et j'ai découvert que toi et Charles partageaient un bisaïeul, ce qui nous rend cousins, compléta Édouard, le mot sonnant amer sur ses lèvres. Tu t'es marié avec moi en sachant que nous pouvions être parents. Cousins éloignés, corrigea Hélène. Et non, je ne me suis pas marié en sachant cela avec certitude. J'ai eu des soupçons, mais je me suis convaincu que la parenté était si distante que cela n'importait pas. De plus, elle hésita. De plus, insista Édouard. De plus, j'avais d'autres raisons d'accepter ta demande en mariage. L'atmosphère dans la salle devint encore plus tendue. Camille se leva, se plaçant de manière protectrice à côté de son ami. « Quelle raison ?» demanda Édouard, sa voix maintenant chargée de méfiance. Hélène respira profondément avant de répondre. Ma mère a été diagnostiquée avec une maladie dégénérative rare. Le traitement expérimental aux États-Unis coûtait une fortune. Quand tu m'as demandé en mariage, j'ai vu une opportunité de garantir qu'elle reçoive le meilleur traitement possible. Le visage d'Édouard se durcit. Ses soupçons les plus sombres semblaient se confirmer. Alors c'était pour l'argent. Tu t'es marié avec moi pour l'argent. Ce n'est pas si simple, intervint Camille. Hélène t'admire et te respecte, Édouard. Elle a vu dans le mariage une possibilité d'aider sa mère, oui, mais elle croyait aussi qu'elle pourrait construire quelque chose de vrai avec toi. Édouard rit, un son amer et sans humour. Construire quelque chose de vrai, basé sur des mensonges et des omissions, sur des intérêts financiers, sur un possible inceste. Il marcha jusqu'à la porte, s'arrêtant seulement pour lancer un dernier regard à Hélène. « J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Ne m'attends pas éveillé. » La porte claqua avec force après son départ, laissant Hélène et Camille seules dans le silence oppressant du manoir. « Tu crois qu'il va me pardonner ?» demanda Hélène, des larmes coulant librement sur son visage. Camille étreignit son amie avec force. « Je ne sais pas, Hélène, mais tu as fait ce qu'il fallait. La vérité devait être révélée, aussi douloureuse soit-elle. » Hélène acquiesça contre l'épaule de son amie, sentant un mélange de soulagement d'avoir finalement partagé son fardeau et de peur pour l'avenir incertain qui l'attendait. Le passé avait été révélé, mais les conséquences de cette révélation restaient à venir. La pluie battait les vitres blindées de la voiture d'Édouard, tandis qu'il conduisait sans destination dans les rues de Paris. L'essuie-glace arrivait à peine à faire face à l'eau qui tombait en torrent, tout comme son esprit traitait difficilement les révélations de cette nuit. L'histoire d'Hélène résonnait dans ses pensées, se mêlant à la colère, à la déception et, étonnamment, à une pointe de compréhension qu'il ne voulait pas admettre. Après des heures aérées dans la ville, Édouard se gara devant un laboratoire d'analyse clinique dans le 16e arrondissement. L'établissement était fermé à 7 heures de la nuit, mais une lumière solitaire brillait au 2e étage. Il prit son téléphone et composa un numéro. « Docteur Paul, c'est Édouard Martin. Je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin d'un service urgent. Je suis devant votre laboratoire. » 15 minutes plus tard,
Édouard était assis dans le bureau privé du docteur Paul Fournier, un généticien renommé qui devait sa clinique de luxe en grande partie aux investissements d'Édouard. « Alors qu'est-ce qui est si urgent que ça ne pouvait pas attendre jusqu'à demain ?» demanda le médecin servant du café pour tous les deux. Édouard sortit une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « J'ai besoin d'un test ADN comparatif, urgent et confidentiel. » Le médecin leva les sourcils. « Quel type de comparaison ? Je veux savoir s'il existe une parenté entre moi et mon épouse. Et si c'est le cas, quel est le degré ?» Dr Paul ajusta ses lunettes, clairement mal à l'aise. « Édouard, vous savez que cela prend normalement quelques jours. Combien de temps cela prendrait-il si vous le priorisiez, si vous utilisiez toutes les ressources disponibles ?» Le médecin réfléchit un moment. « Avec les équipements les plus avancés que nous avons, je peux avoir un résultat préliminaire en 24 heures. Un résultat concluant en 48. Faites-le en 24, dit Édouard, plaçant sur la table un chèque avec une somme qui fit s'écarquiller les yeux du médecin. « Je veux un secret absolu. »« Et les échantillons ?» demanda le médecin, rangeant déjà le chèque. Édouard ouvrit l'enveloppe et en retira 2 petits récipients. « Mon ADN est sur la brosse à dents. Celui d'Hélène est sur le cheveu avec Racine. Prélevé aujourd'hui même, sans qu'elle s'en aperçoive. » Dr Paul prit les récipients avec soin. « Demain soir, vous aurez votre résultat. » En quittant le laboratoire, Édouard sentit le poids de l'épuisement. Il n'avait pas bien dormi depuis la nuit de noces, et les révélations de cette nuit avaient drainé ses dernières réserves d'énergie. Il conduisit jusqu'à un hôtel de luxe au centre de la ville, incapable de retourner à la maison et d'affronter Hélène. Dans la chambre d'hôtel, allongée sur le lit king size qui semblait absurdement vide, Édouard repassait mentalement tout ce qu'il avait découvert. Hélène était la fille d'Antoine Mercier, ou possiblement de Charles Mercier. Dans les 2 cas, il y avait une connexion sanguine entre eux, aussi distante soit-elle, et elle le savait avant le mariage, ou du moins le soupçonnait. Plus troublante encore était la révélation que le mariage, pour Hélène, avait été en partie motivé par le besoin d'argent pour le traitement de sa mère. Édouard avait toujours craint d'être désiré seulement pour sa fortune. C'est pourquoi il avait cherché une femme indépendante, réussie dans sa propre carrière. Hélène était une architecte primée, respectée dans le milieu professionnel. Jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse avoir des intérêts financiers en l'acceptant. Le sommeil finit par le vaincre aux premières heures du jour, un sommeil agité, peuplé de rêves confus, où Hélène, Antoine et Charles Mercier se mélangeaient dans des scènes troublantes. Le lendemain matin, Édouard fut réveillé par la sonnerie du téléphone. C'était Marcel, le détective. « Monsieur Martin, j'ai obtenu plus d'informations sur le passé de votre épouse. Quelque chose qu'elle n'a probablement pas mentionné hier. » Édouard s'assit sur le lit, instantanément alerte. « Qu'avez-vous découvert ?» À propos de sa relation avec Raphaël Moreau, ce n'était pas juste une aventure d'adolescence comme elle l'a suggéré. Ils se sont fiancés et ont même prévu un mariage. La cérémonie a été annulée seulement une semaine avant la date, juste après cette hospitalisation pour stress aigu. Édouard sentit une nouvelle vague de colère grandir en lui. Encore une omission, encore un mensonge par omission. « Il y a quelque chose de plus important, » continua Marcel. « J'ai eu accès au dossier complet de cette hospitalisation. Hélène a été admise après une tentative de mettre fin à ses jours. » La nouvelle frappa Édouard comme un coup de poing dans l'estomac. Malgré toute la colère qu'il ressentait envers Hélène à ce moment-là, l'idée qu'elle ait tenté quelque chose d'aussi drastique l'ébranla profondément. Que s'est-il passé? Pourquoi a-t-elle fait ça? Le dossier mentionne un événement traumatique récent et une révélation familiale perturbante. Il n'y a pas de détails spécifiques, mais la date coïncide avec le décès de sa mère. Décès? La mère d'Hélène est morte? Édouard était sincèrement confus. Elle m'a dit hier que sa mère souffrait d'une maladie dégénérative et avait besoin d'un traitement aux États-Unis. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Monsieur Martin, Marthe Duval est décédée il y a 5 ans. Exactement à la même époque où Hélène a fait le test ADN et a tenté de... Vous savez. Édouard raccrocha le téléphone abasourdi. L'histoire qu'Hélène avait racontée la veille comportait d'énormes trous, des mensonges évidents. Pourquoi aurait-elle inventé que sa mère était encore en vie et avait besoin d'un traitement? Qu'est-ce qu'elle avait déformé d'autre? Décidé à la confronter à nouveau, Édouard retourna au manoir à Neuilly-sur-Seine. Il la trouva dans le studio d'architecture qu'il avait fait construire spécialement pour elle, à l'arrière de la propriété. Hélène était penchée sur une planche, si concentrée qu'elle ne remarqua pas immédiatement sa présence. « Pourquoi as-tu menti sur ta mère ?»
demanda-t-il sans préambule. Hélène leva les yeux, surprise. Il y avait une fatigue évidente sur son visage, des cernes profondes qui indiquaient une nuit sans sommeil. « Édouard, je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Réponds à la question, Hélène. Pourquoi as-tu dit que ta mère avait besoin d'un traitement aux États-Unis alors qu'en réalité elle est décédée il y a 5 ans ?» Hélène s'appuya sur la table à dessin, comme si ses jambes pouvaient céder à tout moment. « Qui t'a dit ça ? Peu importe. Ce qui importe, c'est que tu as continué à mentir, même quand tu étais supposé tout révéler hier soir. » Des larmes commencèrent à se former dans les yeux d'Hélène. « J'allais tout dire, mais... » « Mais quoi ? Tu as décidé que quelques mensonges de plus ne feraient pas de différence ?» La voix d'Édouard était tranchante. « Ce n'est pas si simple, » répondit-elle, essuyant les larmes avec le dos de sa main. « Certaines vérités sont trop difficiles à affronter, même pour moi. » Édouard croisa les bras, maintenant ses distances. « Je t'écoute. » Hélène respira profondément, rassemblant son courage. « Ma mère a vraiment eu une maladie dégénérative, sclérose latérale amyotrophique. Elle a été diagnostiquée quand j'avais 25 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme d'architecture. À l'époque, j'étais déjà fiancé à Raphaël. » Elle fit une pause, luttant pour maintenir sa composition. Ma mère mourait lentement devant mes yeux. Raphaël a été un grand soutien au début, mais au fur et à mesure que la maladie progressait et que je consacrais de plus en plus de temps à prendre soin d'elle, notre relation a commencé à se détériorer. Édouard resta silencieux, l'observant attentivement. Un jour, ma mère m'a appelé pour une conversation. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire avant de partir. C'est alors qu'elle a révélé qu'il y avait des doutes sur ma paternité, que je pourrais être la fille de Charles, pas d'Antoine, et qu'elle craignait ce que Charles pourrait faire s'il le découvrait. Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, observant le jardin impeccable dehors. Cette révélation m'a détruite. Toute mon identité, tout ce que je croyais sur moi-même, a été remise en question. C'est à ce moment que j'ai décidé de faire le test ADN avec René Mercier. Et après le résultat positif, tu as tenté de mettre fin à tes jours, compléta Édouard, sa voix maintenant moins dure. Hélène se tourna vers lui, surprise. « Tu sais aussi pour ça ?»« Oui. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi me le cacher. Pourquoi inventer que ta mère est encore en vie ?» Hélène s'assit, épuisée. « Parce que la vérité est encore plus compliquée, Édouard. Ma mère est décédée la même semaine où j'ai reçu le résultat du test. J'étais émotionnellement détruite. Le test confirmait que j'avais du sang Mercier, mais ne clarifiait pas si j'étais la fille d'Antoine ou de Charles. Et alors, Raphaël a fait quelque chose d'impardonnable. » Édouard s'approcha, s'asseyant en face d'elle. « Qu'a-t-il fait ? » « Il a contacté Charles Mercier. Il a envoyé une copie du test ADN et une photo de moi, avec l'histoire que ma mère m'avait racontée. Il a dit qu'il rendrait tout public si Charles ne collaborait pas financièrement. Il a essayé de faire chanter Charles Mercier. » Édouard était incrédule. « Oui, sans ma connaissance ni mon consentement. Quand je l'ai découvert, j'ai immédiatement rompu nos fiançailles. Mais le mal était fait. Charles a menacé de poursuivre Raphaël et moi pour tentative d'extorsion. C'est à ce moment que j'ai perdu le contrôle. » Édouard commençait à comprendre l'ampleur du trauma d'Hélène. « Et après l'hospitalisation ? » Après, j'ai essayé de reconstruire ma vie. J'ai changé de ville. Je me suis plongé dans le travail. J'ai essayé d'oublier tout à propos des Mercier, de mon origine, de Raphaël. Et puis, je t'ai rencontré. » Elle regarda directement dans les yeux d'Édouard. « Tu étais différent de tous les hommes que j'avais connus. Respectueux, gentil, passionné. Quand j'ai découvert ta connexion avec les Mercier, j'ai paniqué. Mais j'étais déjà amoureuse de toi, Édouard. Et l'histoire du traitement aux États-Unis ?» Hélène baissa les yeux, honteuse. « Un mensonge pour justifier mon intérêt pour ton argent. La vérité est que Charles Mercier a poursuivi Raphaël, qui a tout perdu. Comme j'ai été mentionné dans le procès, même sans participation à la tentative d'extorsion, ma réputation professionnelle a été entachée. J'ai perdu des clients, des projets importants. Quand tu m'as demandé en mariage, j'ai vu une opportunité de sécurité financière, oui, mais j'ai aussi vu une chance d'amour véritable. » Le téléphone d'Édouard vibra dans sa poche. C'était un message du docteur Paul. « Résultat préliminaire prêt, vous pouvez venir le chercher. » Édouard se leva, regardant Hélène avec une expression indécise. « Je dois sortir, nous parlerons plus tard. » 1 heure plus tard, Édouard tenait en main l'enveloppe avec le résultat du test ADN. Le docteur Paul avait expliqué les détails techniques, mais tout ce qui importait était résumé dans la conclusion.
L'analyse comparative indique l'absence de parenté génétique significative entre les échantillons. Le degré de similarité génétique est compatible avec des individus sans relation familiale directe. Édouard quitta le laboratoire avec des sentiments contradictoires. D'un côté, soulagement de savoir qu'il ne s'était pas marié avec une parente proche. De l'autre, confusion encore plus grande sur la situation d'Hélène. Si son test avec René Mercier avait donné positif pour une parenté au premier degré, mais qu'il n'y avait pas de parenté entre elle et Édouard, cela signifiait que la connexion entre les familles Martin et Mercier n'était pas sanguine, mais seulement par mariage ou adoption à un certain point de l'arbre généalogique. Tandis qu'il conduisait de retour à la maison, Édouard fut surpris par un appel de Camille, l'amie d'Hélène. « Édouard, tu dois venir à l'hôpital Saint-Louis immédiatement. » C'est Hélène. L'hôpital Saint-Louis, l'un des plus luxueux de Paris, émanait cette atmosphère aseptisée et un personnel commune à tous les hôpitaux, malgré la décoration sophistiquée et les équipements de dernière génération. Édouard courut dans les couloirs amples et bien éclairés, son cœur battant de façon désordonnée dans sa poitrine. L'appel de Camille avait été bref et alarmant. Hélène s'était évanouie dans son studio et avait été amenée d'urgence à l'hôpital. Il trouva Camille dans la salle d'attente du service d'urgence, le visage pâle et les yeux rouges de quelqu'un qui a récemment pleuré. « Que s'est-il passé » demanda Édouard, sans salutation préalable. Camille se leva, ses yeux l'évaluant avec un mélange de soulagement et de reproche. Elle s'est évanouie pendant qu'elle travaillait. La gouvernante l'a trouvée et m'a appelé. Quand je suis arrivé, Hélène était semi-consciente, murmurant des choses sans sens. J'ai immédiatement appelé l'ambulance. Elle est... Édouard ne put compléter la question, la peur serrant soudainement sa gorge. Stable. Les médecins font des examens, mais ils soupçonnent un épuisement sévère combiné à une déshydratation et une pression basse. Camille fit une pause, observant attentivement la réaction d'Édouard. Elle n'a pas bien mangé depuis la nuit de noces. Et apparemment, elle n'a pas dormi du tout ces dernières 48 heures. Édouard sentit une vague de culpabilité le frapper. Il était tellement absorbé par sa propre colère et confusion qu'il n'avait pas remarqué l'état physique d'Hélène se détériorer. « Je peux la voir ?»« Pas encore. Les médecins ont demandé que nous attendions ici. » Camille indiqua les chaises et tous deux s'assirent. Un silence gênant s'installa entre eux. « Elle t'a parlé de sa mère ?» demanda finalement Édouard, brisant le silence. Camille acquiesça. « Je sais tout. J'étais à ses côtés pendant la maladie de Madame Marthe, pendant les fiançailles avec Raphaël, pendant le procès judiciaire, pendant l'épisode qui l'a conduite à l'internement psychiatrique. Pourquoi a-t-elle menti sur le fait que sa mère était encore en vie ?» Camille soupira profondément. Hélène porte beaucoup de culpabilité pour le départ de sa mère. Elle croit que si elle n'avait pas insisté pour découvrir la vérité sur sa paternité, si elle n'avait pas fait le test ADN, peut-être que Madame Marthe n'aurait pas tant souffert dans ces derniers jours. Mais cela n'a pas de sens. La maladie de sa mère n'avait rien à voir avec le test. Logiquement, non, mais émotionnellement, Hélène associe les deux choses. Les derniers jours de Madame Marthe ont été marqués par le chaos émotionnel déclenché par le test, par la trahison de Raphaël, par la menace de procès. Dans l'esprit d'Hélène, elle a échoué à apporter la paix à sa mère dans ces derniers moments. Édouard absorba cette information en silence. Il commençait à comprendre la complexité des cicatrices émotionnelles d'Hélène. Quant à l'argent, continua Camille, Hélène a vraiment rencontré des difficultés financières après le scandale avec les Mercier, non pas à cause de l'extorsion elle-même, à laquelle elle n'a pas participé, mais à cause de l'impact sur sa carrière. Des clients ont annulé des contrats, un grand projet a été suspendu. Elle a dû recommencer à zéro. Elle m'a dit qu'elle s'était mariée avec moi en partie pour la sécurité financière. Camille le regarda directement. « Et c'est impardonnable pour toi, un homme qui n'a probablement jamais connu un jour de besoin dans sa vie ?» Édouard sentit le coup des paroles. C'était vrai qu'il n'avait jamais connu de véritables difficultés financières. Il était né dans un berceau d'or, héritier d'un empire construit par son père et agrandi par lui-même. « Ce n'est pas une question de pardonner ou non, » répondit-il finalement. « C'est une question d'honnêteté, de confiance. » Honnêteté. Camille laissa échapper un rire amer. Tu as enquêté sur son passé sans sa connaissance ni son consentement. Tu as engagé un détective pour fouiller sa vie, ses dossiers médicaux, ses traumatismes les plus intimes. Et tu parles encore d'honnêteté ? Avant qu'Édouard ne puisse répondre, un médecin s'approcha. Famille d'Hélène Dupont-Martin ? Tous deux se levèrent instantanément.
Je suis son mari, avança Édouard. Docteur René Alves, se présenta le médecin tendant la main. Votre épouse est stable, monsieur Martin. Les examens préliminaires indiquent un tableau d'épuisement sévère combiné à une déshydratation. Mais il y a autre chose que nous devons discuter en privé. Édouard sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose de grave? Pas exactement grave, mais certainement significatif. Si vous pouvez m'accompagner. Édouard lança un regard incertain à Camille, qui acquiesça de façon encourageante. Vas-y, je serai ici. Le médecin conduisit Édouard jusqu'à une petite salle de consultation. Monsieur Martin, votre épouse est enceinte. La nouvelle frappa Édouard comme un éclair dans un ciel clair. Enceinte? Mais comment? Nous n'avons jamais... Le médecin fronça les sourcils, confus. Les analyses de sang sont concluantes. J'estime qu'elle en est à environ 6 semaines de gestation. L'esprit d'Édouard travaillait frénétiquement. 6 semaines signifiaient que la conception avait eu lieu avant le mariage, pendant les fiançailles. Ils avaient été intimes quelquefois, toujours avec protection, mais... Elle le sait, demanda Édouard, essayant de traiter l'information. Nous ne l'avons pas encore informée. Nous avons pensé qu'il valait mieux parler d'abord au mari, étant donné la situation délicate. Elle est encore sous l'effet d'une légère médication pour se reposer. Édouard remercia le médecin et retourna à la salle d'attente où Camille attendait anxieusement. Que s'est-il passé? C'est grave? Édouard s'assit encore abasourdi. Hélène est enceinte. Les yeux de Camille s'écarquillèrent. Mon Dieu, elle ne m'a rien dit. Tu es sûr? Les analyses de sang l'ont confirmé. Environ 6 semaines. Camille fit un calcul mental rapide. Cela signifie que c'est arrivé pendant les fiançailles. Oui. Édouard appuya sa tête dans ses mains, essayant d'organiser ses pensées. Un enfant. Il allait être père. Dans d'autres circonstances, ce serait la meilleure nouvelle du monde. Maintenant, c'était une complication de plus dans une situation déjà extrêmement complexe. Vous pouvez la voir maintenant, informa une infirmière, s'approchant. Elle est réveillée, mais encore un peu somnolente. Hélène était dans une chambre privée, pâle contre les draps blancs. Ses yeux, normalement vifs et expressifs, semblaient ternes de fatigue. En voyant Édouard et Camille entrer, elle essaya d'esquisser un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Vous deux ensemble sans vous disputer, je dois être vraiment mal », plaisanta-t-elle faiblement. Camille s'approcha, prenant la main de son amie entre les siennes. « Tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. À quoi penses-tu travailler jusqu'à t'évanouir ?» Hélène détourna le regard. « J'étais distraite. J'ai oublié de manger, je crois. Et de dormir, et de boire de l'eau, et de prendre soin de toi en général, » compléta Camille sur un ton de légère réprimande. Édouard restait debout près de la porte, sans savoir exactement comment agir ou quoi dire. La nouvelle de la grossesse résonnait encore dans son esprit, se mêlant à toutes les autres révélations des derniers jours. « Édouard » appela Hélène, remarquant son malaise. « Tout va bien ?» Il s'approcha finalement du lit. « Tu sais, à propos du bébé ?» Hélène fronça les sourcils, confuse. « Bébé? Quel bébé ?»« Notre bébé, » répondit Édouard, la voix presque un murmure. « Tu es enceinte, Hélène. » Le visage d'Hélène se transforma avec la nouvelle. Surprise, choc, confusion, et finalement une sorte de compréhension douloureuse. « Enceinte? Mais nous n'avons jamais... Après le mariage, nous n'avons pas... » « Apparemment, c'est arrivé pendant les fiançailles, » expliqua Édouard. « Le médecin estime 6 semaines. » Hélène ferma les yeux, traitant l'information. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. « Un enfant. Je vais avoir un enfant. » Camille serra la main de son ami, offrant un soutien silencieux. Édouard observait, incertain de ce qu'il devait ressentir. L'idée de paternité l'avait toujours attiré, mais dans les circonstances actuelles, avec tant de questions non résolues entre lui et Hélène, la nouvelle apportait plus d'anxiété que de joie. « Je vais vous laisser discuter tous les deux, » dit Camille, se levant. « Je vais chercher un café. » Après le départ de Camille, un silence pesant s'installa dans la chambre. Hélène fut la première à le rompre. « Je suis désolée d'avoir menti sur ma mère, » dit-elle, la voix émue, « et pour tout le reste que j'ai omis ou déformé. » Édouard tira une chaise près du lit et s'assit. « Pourquoi, Hélène ? Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance dès le début ?» Elle respira profondément avant de répondre. Peur, honte, la sensation que si tu connaissais toute la vérité, tu ne m'accepterais jamais. Et puis, plus le temps passait, plus il devenait difficile de dire toute la vérité. Même après le mariage ? Même quand tu as vu que je tenais vraiment à toi. Surtout après le mariage.
répondit Hélène, une larme solitaire coulant sur son visage. La peur de te perdre n'a fait qu'augmenter. Et puis, la nuit de noces, quand tu m'as touché, tous les souvenirs, tous les traumatismes, tout est revenu d'un seul coup. C'était comme revivre chaque moment douloureux simultanément. Édouard absorba ces paroles en silence. Une partie de lui voulait l'étreindre, la consoler, lui dire que tout irait bien. Une autre partie luttait encore avec la sensation de trahison, d'avoir été manipulé. « J'ai fait un test ADN », révéla-t-il finalement. Entre nous deux. Hélène leva les yeux, surprise. « Tu as quoi ?» « Je devais savoir si nous sommes vraiment parents, si ce que tu as découvert sur ton lien avec les Mercier signifiait que nous sommes liés par le sang. Et nous ne le sommes pas. Le test a donné négatif pour toute parenté significative. » Hélène laissa échapper un soupir de soulagement. « Alors mon test avec René Mercier signifie que tu as un lien avec les Mercier, mais pas par la même ligne qui me connecte à eux. Probablement la connexion entre nos familles est par mariage ou adoption à un certain point de l'arbre généalogique. » Un nouveau silence s'installa entre eux, moins tendu que le précédent. La nouvelle de la grossesse et la confirmation de l'absence de parenté sanguine créaient un nouveau contexte pour leur situation. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Hélène, sa main se posant inconsciemment sur son ventre. Édouard regarda ce geste, sentant une vague d'émotion inattendue. Un enfant. Son enfant. Malgré tout, cette vie qui commençait à se former créait un lien indéniable entre eux. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement, « mais je sais que je ne veux pas prendre de décision précipitée. Nous avons besoin de temps pour traiter tout cela, pour vraiment nous connaître sans secret ni omission. » Hélène acquiesça, essuyant ses larmes. « Je veux essayer, Édouard. Je veux construire quelque chose de vrai cette fois, pour nous et pour notre enfant. » Édouard tendit la main, hésitant, et toucha légèrement la main d'Hélène qui reposait sur son ventre. « Moi aussi, je veux essayer. » Camille observait la scène depuis la porte entr'ouverte, un sourire discret sur les lèvres. Elle connaissait Hélène mieux que quiconque et savait combien elle méritait une chance de bonheur réel. Les défis que le couple affrontait étaient énormes, mais le petit être qui grandissait dans le ventre d'Hélène pourrait être le début d'une nouvelle histoire, une opportunité de guérison et de rédemption. Silencieusement, elle ferma la porte et s'éloigna dans le couloir, laissant le couple à son moment de fragile réconciliation. Son amitié avec Hélène avait été un port sûr pendant les pires tempêtes et continuerait à l'être. Mais maintenant, peut-être, Hélène pourrait trouver un nouveau point d'ancrage en Édouard et dans la famille qu'il commençait à former. 3 mois s'écoulèrent depuis la découverte de la grossesse d'Hélène. Le manoir de Neuilly-sur-Seine, auparavant un décor de tension et de secret, se transformait graduellement en un foyer. Édouard avait transféré ses affaires dans la chambre principale, bien qu'il dormait dans des lits séparés. C'était un accord silencieux entre eux. Reconstruire la confiance pas à pas, sans pression ni attente. En ce matin ensoleillé de dimanche, Hélène contemplait son reflet dans le miroir du dressing. Son corps commençait à montrer les premiers changements visibles de la grossesse. Une petite et délicate courbe se formait sur son ventre, auparavant plat. Elle passa la main dessus, émerveillée par le miracle qui se produisait en elle. « Hélène, tu es prête ?» La voix d'Édouard résonna depuis le couloir. « Presque, » répondit-elle, ajustant la robe ample en coton qu'elle avait choisie pour la promenade au parc. Quand elle sortit de la chambre, elle trouva Édouard qui l'attendait dans le couloir, habillé décontracté avec un jean et un polo, un look relâché qu'il montrait rarement en public. Il sourit en la voyant, un sourire qui ces derniers temps commençait à atteindre ses yeux. « Tu es magnifique, » dit-il, lui tendant la main. Hélène accepta le geste, entrelaçant ses doigts aux siens. « Merci. Je m'habitue encore aux changements. »« Ce sont des changements merveilleux, » répondit Édouard, son regard descendant brièvement vers le ventre d'elle. Le parc Monceau était rempli de familles profitant du dimanche ensoleillé. Édouard et Hélène marchaient côte à côte, parfois main dans la main, parfois juste proches, partageant un silence confortable qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Docteur René a dit que lors de la prochaine consultation, nous pourrons découvrir le sexe du bébé, commenta Hélène, s'asseyant sur un banc à l'ombre d'un arbre touffu. Tu veux savoir ou tu préfères la surprise? Édouard s'assit à côté d'elle, pensif. J'avoue que je suis curieux, mais je déciderai ce que tu préfères. J'aimerais savoir, admit Hélène. Cela aiderait pour la planification de la chambre des vêtements.
Alors nous découvrirons ensemble, accepta Édouard, plaçant son bras autour des épaules d'elle, dans un geste qui devenait de plus en plus naturel. Hélène appuya sa tête sur l'épaule de lui, s'accordant un moment de pur bonheur. Ces petits instants de normalité, d'intimité reconstruite, étaient précieux. Tous deux travaillaient dur avec la thérapeute de couple qu'ils avaient commencé à consulter, déterrant des traumatismes, confrontant des peurs, apprenant à communiquer avec honnêteté. « J'ai beaucoup pensé au prénom », confessa Hélène. « Si c'est une fille, j'aimerais rendre hommage à ma mère. Peut-être comme deuxième prénom. Qu'en penses-tu de Léa Marthe ?» Édouard réfléchit un moment. « C'est un beau nom. Et si c'est un garçon? Je ne sais pas, des suggestions? J'ai toujours aimé le prénom Antoine, répondit Édouard distraitement. Hélène se raidit visiblement à ses côtés. Le nom évoquait des souvenirs qu'elle préférerait oublier. Édouard se rendit immédiatement compte de son erreur. « Pardon, je n'ai pas pensé, c'était insensible de ma part », se hâta-t-il de dire. Hélène respira profondément, contrôlant sa réaction initiale. « C'est bon, tu ne l'as pas fait exprès. Mais je pense que je préférerais un autre prénom. Bien sûr, bien sûr. Que dirais-tu de Gabriel ou Michel ?»« Michel », répéta Hélène, testant le son. « Michel Martin, ça sonne bien. » Le moment de tension se dissipa, mais servit de rappel que le passé projetait encore des ombres sur le présent. Malgré les progrès qu'ils avaient faits, certaines blessures étaient encore fraîches, certains sujets encore délicats. Au retour à la maison, Édouard reçut un appel qui le fit froncer les sourcils. « Je dois répondre, c'est du bureau », expliqua-t-il, s'éloignant de quelques pas. Hélène l'observa converser, remarquant comme sa posture changeait subtilement quand il assumait le rôle d'homme d'affaires. Épaules plus droites, voix plus ferme, gestes plus contenus. C'était fascinant d'observer les différentes facettes de son mari, un homme qu'elle commençait réellement à connaître maintenant. « Un problème ?» demanda-t-elle quand il revint. « Rien de grave. Un des investisseurs étrangers arrive demain. Je dois réorganiser mon agenda. » Édouard semblait hésitant, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. « Qu'y a-t-il » encouragea Hélène, percevant son indécision. « L'investisseur, c'est Charles Mercier Junior, fils de Charles Mercier. » Le nom tomba entre eux comme une pierre dans des eaux tranquilles, créant des ondulations de malaise. Charles Mercier Junior, neveu de René Mercier, avec qui Hélène avait comparé son ADN des années auparavant. Possiblement son demi-neveu, si la théorie sur sa paternité était correcte. « Je comprends », dit finalement Hélène. « C'est la première fois que vous négociez ?»« Oui. » Mercier Investissement diversifie son portefeuille, cherchant des partenariats dans le secteur immobilier. Cela a du sens du point de vue des affaires, mais tu t'inquiètes de la connexion personnelle, compléta Hélène. Édouard acquiesça. Je n'ai rien mentionné à propos de toi, de notre mariage. Je ne sais pas s'il ferait le rapprochement par lui-même. Ce sont des affaires, Édouard. Ne laisse pas notre situation personnelle interférer avec les opportunités professionnelles. Hélène essayait de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. Tu es sûr ? Je peux transférer la réunion à un autre exécutif si tu préfères. Hélène considéra l'offre un moment. Une partie d'elle voulait accepter, maintenir la plus grande distance possible de tout ce qui était lié au Mercier. Mais une autre partie, plus forte et déterminée, refusait de permettre que le passé continue à contrôler son présent et son avenir. Non, tout va bien. Je te fais confiance pour gérer cela professionnellement. Elle serra la main de lui en un geste de soutien. Juste. Ne l'invite pas à dîner à la maison, d'accord ? Édouard rit, soulagé par la touche d'humour. Je promets solennellement, pas de dîner familiaux avec les Mercier. Ce soir-là, après un dîner tranquille préparé par le chef qui venait 2 fois par semaine, Édouard et Hélène se retirèrent dans la bibliothèque du manoir, un espace qu'ils avaient transformé en leur refuge pour des conversations plus profondes. Avec ses étagères en bois sombre remplies de livres, ses fauteuils en cuir confortables et son éclairage doux, l'environnement inspirait l'intimité et la réflexion. « J'ai reçu un email de Raphaël aujourd'hui », dit Hélène, tandis qu'Édouard servait une tisane de camomille pour elle et un whisky pour lui-même. Édouard arrêta son mouvement pendant 1 seconde, avant de continuer délibérément casual. « Que voulait-il » ? Il organise une exposition rétrospective de son travail. Il a demandé la permission d'inclure quelques anciennes photos de moi, de l'époque où nous étions ensemble. Édouard remit la tasse à Hélène, s'asseyant dans le fauteuil à côté du sien. « Et qu'as-tu répondu ?»« Je n'ai pas encore répondu. Je voulais t'en parler d'abord. » Édouard apprécia le geste.
Des mois auparavant, Hélène aurait probablement pris la décision seule, peut-être même pas mentionné le contact. Le fait qu'elle partage cela démontrait les progrès qu'il faisait en termes de communication et de confiance. « Quel genre de photos sont-ce » demanda-t-il, essayant de maintenir un ton neutre. « Artistique, rien de compromettant », clarifia rapidement Hélène. « J'ai été modèle pour certains de ses premiers travaux sérieux. Des photos en noir et blanc, des études de lumière et d'ombre. Certaines d'entre elles ont gagné des prix à l'époque. » Édouard prit une gorgée de whisky réfléchissant. Son premier instinct était de dire non. L'idée d'image de son épouse capturée par le regard d'un ex-fiancé étant exposée publiquement le dérangeait. Mais il reconnaissait que cette réaction était davantage liée à sa propre jalousie et insécurité qu'au droit d'Hélène à son passé. « Si tu es à l'aise avec ça, je n'y vois pas de problème, » dit-il finalement. « Je fais confiance à ton jugement. » Hélène sourit, sincèrement touchée par la réponse. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Mais j'aimerais voir les photos, si possible, » ajouta Édouard. « Pas pour contrôler ou censurer, juste par curiosité. »« Bien sûr, » accepta Hélène. « Je lui demanderai d'envoyer les images qu'il compte utiliser. » S'ensuivit un moment de silence confortable, tandis que tous deux savouraient leur boisson. Par la fenêtre, ils pouvaient voir le jardin illuminé par des lumières stratégiquement positionnées, créant un décor presque magique. « J'ai beaucoup pensé à nous, » dit soudainement Édouard, « à la façon dont nous avons commencé de manière si inhabituelle. » Hélène l'observa avec attention, attendant qu'il continue. « Quand nous nous sommes rencontrés, j'ai été immédiatement attiré par toi, pas seulement par ta beauté, mais par ton intelligence, ton indépendance. Tu me défiais d'une manière qu'aucune autre femme n'avait jamais fait. Tu m'as aussi intrigué dès le début, » confessa Hélène. « Si différent des autres hommes riches que j'ai connus. Sincèrement intéressé par mon travail, respectueux, n'essayant jamais d'impressionner avec ton argent ou ton pouvoir. » Édouard sourit au souvenir. « Nos fiançailles ont été une période heureuse, n'est-ce pas? Avant que tout ne se complique. »« Oui, » acquiesça Hélène, ses yeux s'adoucissant. « Je crois que c'était la seule fois dans ma vie d'adulte où je me suis permis d'être véritablement heureuse, sans constamment regarder par-dessus mon épaule, attendant que le passé me rattrape. Et puis il t'a rattrapé. » Hélène acquiesça tristement, de la façon la plus cruelle possible. « Juste quand je croyais enfin mériter le bonheur. » Édouard posa son verre sur la table basse et se pencha en avant, prenant les mains d'Hélène entre les siennes. « Tu mérites le bonheur, Hélène. N'en doute jamais. » Des larmes se formèrent dans les yeux d'elle. « Parfois, c'est difficile à croire. Après tout ce qui s'est passé, tous les choix que j'ai faits, nous commettons tous des erreurs, » interrompit doucement Édouard. « Nous portons tous des regrets. L'important est ce que nous en faisons à partir de là. » Hélène serra les mains de lui, sentant une vague de gratitude pour la compréhension qu'elle y trouvait. « Le bébé a tout changé, n'est-ce pas? Il nous a donné une raison de vraiment essayer. »« Oui et non, » répondit Édouard pensivement. « Le bébé nous a certainement donné un but commun, une raison de regarder au-delà de nos propres blessures. Mais je pense que nous essayons déjà à notre manière, même avant de savoir pour la grossesse. »« Tu crois que nous en serions arrivés à ce point sans le bébé ?» demanda Hélène, sa voix trahissant son insécurité. Édouard considéra la question pendant un long moment. « Honnêtement, je ne sais pas. Le chemin aurait été différent, certainement plus long et peut-être plus douloureux. Mais je veux croire que oui, qu'éventuellement nous aurions trouvé le chemin de retour l'un vers l'autre. » Hélène sourit à travers les larmes. C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, non pas une garantie absolue qui aurait été malhonnête, mais une expression d'espoir et de foi en ce qu'ils construisaient ensemble. « Demain, nous avons séance avec docteur. »« Béatrice, » rappela Édouard, changeant subtilement de sujet, « y a-t-il quelque chose de spécifique que tu aimerais aborder ?» Hélène hésita brièvement. « En fait, oui. J'aimerais parler de l'intimité physique, des blocages que je ressens encore et comment nous pouvons travailler pour les surmonter. » Édouard parut momentanément surpris, mais bientôt son visage s'adoucit en compréhension. Depuis la nuit de noces, le contact physique entre eux s'était limité à des baisers et des étreintes. La barrière invisible qui empêchait Hélène de se donner complètement était toujours présente, bien que moins insurmontable qu'avant. « Bien sûr, » accepta-t-il, « c'est un sujet important. Et sache qu'il n'y a pas d'urgence, Hélène. Je suis disposé à attendre le temps qu'il faudra. Je le sais. Et c'est pour cela que je me sens en sécurité pour essayer d'avancer, » répondit-elle, touchant le visage de lui avec tendresse. «
Tu m'as donné l'espace pour guérir, Édouard. Maintenant, je veux apprendre à faire confiance à nouveau. Complètement. Cette nuit-là, en se séparant dans le couloir entre leurs chambres, le baiser qu'ils échangèrent portait une promesse silencieuse de nouveaux commencements. Hélène entra dans sa chambre avec le cœur plus léger qu'elle ne se souvenait d'avoir ressenti depuis longtemps. Posant la main sur son ventre légèrement arrondi, elle murmura au petit être qui grandissait en elle. « Nous essayons, petit. Nous essayons vraiment. » De l'autre côté de la porte, Édouard resta un moment, le front appuyé contre le bois poli. Il pensa à tous les retournements que sa vie avait pris depuis qu'il avait rencontré Hélène. La passion initiale, le mariage rêvé, le refus choquant, les découvertes troublantes, la colère, la déception, et maintenant cette nouvelle chance, cette fragile réconciliation nourrie par la vie qu'ils avaient créée ensemble. « Bonne nuit, Hélène », murmura-t-il à la porte fermée. « Bonne nuit, mon enfant. » La clinique Saint-Germain, spécialisée en obstétrique haut de gamme, exhalait cette atmosphère d'exclusivité et de discrétion qui attirait l'élite parisienne. Hélène et Édouard attendaient dans la salle d'attente privée, décorée avec des tons doux et des œuvres d'art originales. La nervosité planait dans l'air, presque palpable, tandis qu'ils attendaient d'être appelés pour l'échographie de 20 semaines, le moment où ils découvriraient enfin le sexe du bébé. « Nerveux ?» demanda Hélène, remarquant comment Édouard tambourinait des doigts sur l'accoudoir du fauteuil. Il sourit, prenant sa main. « Un peu. C'est étrange, non ? Comment quelque chose d'aussi simple peut sembler si important ? » « Ce n'est pas simple, » corrigea doucement Hélène. « C'est notre fils ou notre fille. C'est naturel que nous soyons anxieux. » Le mot « notre » résonna entre eux, chargé de signification. Ces derniers mois, ils avaient travaillé dur pour transformer leur mariage de convenance en une union véritable. Les séances de thérapie, les longues conversations nocturnes, l'honnêteté douloureuse mais nécessaire, tout avait contribué à construire une base plus solide. « Hélène Martin ?» appela l'assistante, souriant chaleureusement. « Docteur René est prête à vous recevoir. » La salle d'examen était spacieuse et accueillante, ne ressemblant en rien à l'environnement clinique et impersonnel typique des hôpitaux. Docteur René Vaillant, une obstétricienne renommée avec plus de 20 ans d'expérience, les reçut avec la familiarité de quelqu'un qui les accompagnait depuis des mois. « Comment vous sentez-vous, Hélène ?» demanda-t-elle, tout en préparant l'équipement d'échographie. « Beaucoup mieux. Les nausées ont finalement cessé et l'énergie revient. Excellent. Et ces épisodes d'anxiété que vous avez mentionnés lors de la dernière consultation ?» Hélène lança un regard rapide à Édouard avant de répondre. « Plus contrôlé. La thérapie aide beaucoup. » La médecin acquiesça avec approbation. « Parfait. Maintenant, voyons comment va ce bébé. Prête à découvrir si vous aurez un garçon ou une fille. » Hélène s'allongea sur la table d'examen, relevant son haut pour exposer son ventre déjà visiblement arrondi. Édouard se positionna à ses côtés, tenant sa main tandis que la médecin appliquait le gel conducteur. « Allons-y, » dit docteur René, déplaçant la sonde sur le ventre d'Hélène. « Voyons. Voici le cœur, battant fort et régulièrement. La colonne, tout est parfait. Le cerveau se développe normalement. » Édouard et Hélène observaient émerveillés l'image sur l'écran où leur enfant bougeait et se révélait graduellement. C'était un moment de pure magie qui transcendait toutes les complications et les douleurs du passé. « Et concernant le sexe ?» demanda Édouard, incapable de contenir son anxiété. La médecin sourit, ajustant l'angle de la sonde. « Eh bien, si le bébé coopère... Ah, regardez, nous avons une vision parfaite. Félicitations, vous attendez une fille. »« Une fille » répéta Hélène, des larmes de joie coulant sur son visage. « Notre fille. » Édouard embrassa son front tout aussi ému. « Léa Marthe Martin, » murmura-t-il, se souvenant du prénom qu'Hélène avait suggéré des mois auparavant. « Notre petite Léa. » Le chemin du retour à la maison fut rempli de plans et de rêves. La découverte du sexe du bébé rendait tout plus réel, plus concret. Ce n'était plus seulement le bébé, c'était Léa, leur fille, une personne avec une identité propre qui entrerait bientôt dans leur vie. « Je pensais, » dit Édouard tout en conduisant sur le périphérique. « La chambre à côté de la nôtre serait parfaite pour la nurserie. Elle a la meilleure lumière du matin, et nous pourrions facilement installer une porte communicante. » Hélène sourit, touchée par le détail de la porte communicante. C'était un signe clair qu'Édouard la voyait non seulement comme la mère de sa fille, mais comme sa partenaire, son épouse au sens le plus complet du terme. « Ce serait parfait, » acquiesça-t-elle.
J'imaginais des tons de vert d'eau et de doré pour la décoration, rien de trop évident ou stéréotypé. Élégant et sophistiqué comme la mer, commenta Édouard, lui lançant un regard affectueux. En arrivant à la maison, ils furent accueillis par Camille, qui attendait anxieusement dans le hall d'entrée. Ces derniers mois, elle était devenue une présence constante au manoir, soutenant Hélène et, étonnamment, développant une amitié sincère avec Édouard. « Alors » demanda-t-elle, contenant à peine son impatience. « C'est une fille » annonça Hélène, embrassant son amie avec enthousiasme. « Je le savais » s'exclama Camille, sautant de joie. « Depuis le début, j'étais sûre que ce serait une petite fille. Je peux déjà être la marraine officielle ?» Édouard rit, contaminé par la joie des deux femmes. « Considérant tout ce que tu as fait pour nous, Camille, je ne peux pas imaginer personne de plus approprié pour ce rôle. » Le commentaire, fait avec sincérité, reflétait combien sa vision de Camille avait changé. Si au début il la voyait comme une intruse, une complice des mensonges d'Hélène, maintenant il la reconnaissait comme une amie loyale et une force stabilisatrice dans leur vie. Plus tard ce soir-là, après un dîner de célébration où ils trinquèrent avec du jus de raisin, en solidarité avec Hélène enceinte, Édouard trouva son épouse sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé. « 1 sou pour tes pensées », dit-il la rejoignant. Hélène sourit à l'expression désuète. « Je pensais à comme la vie fait des tours. Il y a 1 an, j'étais une architecte célibataire, luttant pour reconstruire ma carrière, portant le poids de secrets que je pensais ne jamais pouvoir partager. Et maintenant ?» encouragea Édouard quand elle hésita. « Maintenant, je suis marié, j'attends une fille, et pour la première fois depuis longtemps, je vois un avenir où je peux être vraiment heureuse. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brillants à la lumière de la lune. « Tout cela grâce à toi, Édouard. » Il secoua la tête, désapprouvant gentiment. « Pas seulement à moi. C'était un voyage que nous avons fait ensemble, avec beaucoup de trébuchements en chemin, et nous ne faisons que commencer. » Hélène s'approcha, plaçant ses mains sur la poitrine de lui. « Il y a quelque chose que je veux te dire, quelque chose d'important. » Édouard couvrit les mains d'elle avec les siennes, sentant son cœur s'accélérer sous le toucher. « Je t'écoute. Quand nous nous sommes mariés, je ne t'aimais pas, » commença-t-elle, soutenant son regard. « Je t'admirais, je te respectais, je te désirais même. Mais l'amour véritable? Non, je ne ressentais pas cela. Peut-être que je ne croyais même plus être capable d'aimer quelqu'un ainsi. » Édouard acquiesça, sans l'interrompre, bien que les mots soient douloureux à entendre. « Mais quelque chose s'est produit ces derniers mois, » continua Hélène. « Quelque chose que je n'attendais pas. Je t'ai vu dans ton pire moment, en colère, blessé, méfiant, et pourtant, tu n'as jamais perdu ton intégrité. Même blessé, tu as choisi d'essayer de comprendre au lieu de simplement condamner. Et quand nous avons découvert pour Léa, sa voix s'étrangla d'émotion. Quand nous avons découvert notre fille, j'ai vu l'homme que tu es vraiment, un homme que je peux aimer de tout mon cœur. » Édouard resta momentanément sans voix, touché par la sincérité de la déclaration. Ce n'était pas une confession romantique répétée, mais quelque chose de bien plus précieux, une vérité durement conquise. « Ce que j'essaie de dire, » conclut Hélène, « c'est que je t'aime, Édouard Martin. Pas pour ton argent, pas pour la sécurité, pas par convenance. Je t'aime pour l'homme que tu es, pour le père que tu seras, pour le partenaire que tu es devenu. » Édouard tint le visage d'elle entre ses mains, regardant profondément dans ses yeux. « Je t'aime aussi, Hélène. Je crois que je t'ai aimé dès le premier instant, même sans vraiment te connaître. Et maintenant que je te connais, entièrement, avec tes cicatrices et tes secrets, tes forces et tes fragilités, je t'aime encore plus. » Le baiser qui suivit fut différent de tous les précédents. Il n'y avait pas d'hésitation, pas de barrières invisibles. C'était un baiser d'abandon total, de confiance restaurée, d'amour véritable enfin confessé. Quand ils se séparèrent, Hélène prit la main d'Édouard et la guida vers sa chambre. Non pas la chambre d'amis où il avait passé les derniers mois, mais la chambre principale qu'il n'avait partagée que la première nuit de mariage, avec des résultats désastreux. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, comprenant la signification du geste. « Absolument, » répondit Hélène. « Il est temps de réécrire notre histoire, d'avoir la nuit de noces que nous aurions dû avoir. » La porte se ferma doucement derrière eux, et dans le silence intime de la chambre, Hélène et Édouard consommèrent enfin leur mariage, non pas comme des étrangers unis par convenance ou attraction, mais comme des partenaires qui avaient traversé le feu des révélations et émergé plus forts, plus vrais, plus dignes de l'amour, l'un de l'autre.
6 mois plus tard, la nurserie était prête, décorée exactement comme Hélène l'avait imaginé, des tons doux de vert d'eau avec des détails dorés, un mobilier élégant mais accueillant, une atmosphère sereine qui invitait à la paix et au rêve. Au centre de la pièce, le berceau attendait sa petite occupante qui arriverait à tout moment. Hélène, avec presque 9 mois de grossesse, se reposait dans le fauteuil près de la fenêtre, caressant distraitement son ventre tout en observant Édouard monter une dernière étagère. « Je pense que tout est prêt maintenant, » dit-il, contemplant le résultat de mois de préparation. « Presque tout, » répondit Hélène avec un sourire énigmatique. Édouard leva un sourcil intrigué. « Que manque-t-il » Hélène tendit la main vers lui, qui l'aida à se lever. « Viens avec moi. » Elle le conduisit jusqu'à son bureau, où un grand dossier de projet reposait sur la table. « Ouvre-le » ordonna-t-elle. Édouard obéit, curieux. À l'intérieur, il trouva des plans architecturaux détaillés qu'il reconnut immédiatement. C'était leur manoir, mais avec des modifications significatives. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, feuilletant les pages avec un intérêt croissant. « Mon cadeau pour toi, pour nous » expliqua Hélène, pointant vers des détails spécifiques du projet. « Transformer la maison en un véritable foyer pour notre famille. Un nouveau départ. » Édouard examina les plans avec attention. Les changements étaient substantiels, mais respectaient la structure originale du manoir. Le projet éliminait la froideur et l'ostentation excessive qui avaient toujours caractérisé la décoration, les remplaçant par des espaces plus accueillants, plus organiques, plus adaptés à une famille. « C'est parfait, » dit-il, sincèrement impressionné. « Quand as-tu eu le temps de faire tout cela ?» Hélène rit. « Les femmes enceintes ont beaucoup de nuits d'insomnie, tu sais. De plus, j'avais besoin de m'occuper après que tu aies insisté pour que je prenne un congé maternité anticipé. C'est merveilleux, Hélène. J'ai hâte de voir tout cela réalisé. Ce n'est pas tout, continua-t-elle, révélant plus de pages du projet. J'ai aussi dessiné des plans pour transformer la propriété adjacente que tu as achetée l'année dernière. J'ai pensé à un institut d'architecture durable, axé sur les habitations sociales, un endroit où je pourrais enseigner et orienter de jeunes architectes, combinant excellence esthétique et responsabilité sociale. Édouard regarda son épouse avec une admiration renouvelée. Ce n'était pas seulement un projet professionnel, c'était une déclaration de principe, une façon d'utiliser son talent et les ressources de la famille pour faire la différence dans le monde. C'est une idée brillante. Nous pouvons établir une fondation pour la financer. La fondation Léa Martin, suggéra-t-il enthousiasmé par la possibilité. J'aime le nom, approuva Hélène, ses yeux brillants d'émotion. Soudain, son visage changea d'expression et elle porta la main à son ventre. « Oh, qu'y a-t-il » demanda Édouard, alarmé. « Tu ressens de la douleur ?» Hélène fit une pause, se concentrant sur la sensation. « Je pense que... Oui, je pense que ce sont des contractions. Et ma poche des os vient de se rompre. » Ce qui suivit fut un tourbillon d'activité. L'équipe médicale était déjà en alerte, attendant le moment de l'accouchement. En moins d'1 heure, Hélène était installée dans une chambre privée de la maternité Saint-Louis, avec Édouard à ses côtés, tenant sa main tandis que Dr René surveillait la progression du travail. « Tout se déroule normalement », assura la médecin après avoir examiné Hélène. « Mais nous avons encore quelques heures devant nous. Première grossesse prend généralement plus de temps. » Les heures suivantes furent une montagne russe d'émotions. Hélène alternait entre des moments de douleur intense pendant les contractions et des périodes de calme relatifs entre elles. Édouard resta fermement à ses côtés, offrant soutien, encouragement et amour inconditionnel. « Tu es incroyable, » dit-il, essuyant la sueur du front d'elle après une contraction particulièrement forte. « Je ne me sens pas incroyable, » admit Hélène avec un sourire épuisé. « Mais ça en vaut la peine. » Pour elle, tout en vaut la peine. À mesure que le travail avançait, l'équipe médicale devenait plus présente dans la chambre. Des moniteurs enregistraient les battements cardiaques d'Hélène et du bébé, des infirmières vérifiaient la dilatation, Dr René supervisait tout avec un calme professionnel. « Il est temps de pousser », annonça finalement la médecin. « À la prochaine contraction, Hélène. Je veux que vous poussiez de toutes vos forces, d'accord ?» Hélène acquiesça, serrant la main d'Édouard avec une force renouvelée. Quand la contraction vint, elle canalisa toute son énergie, toute sa détermination, tout son amour pour amener sa fille au monde. Le moment de la naissance fut transcendantal. Le premier cri de Léa résonna dans la pièce, un son puissant qui annonçait son arrivée et transformait Hélène et Édouard pour toujours. Des larmes coulaient,
sur le visage des deux, tandis que la petite était placée sur la poitrine de la mère, encore connectée par le cordon ombilical. « Elle est parfaite », murmura Édouard, émerveillé par la vision de sa fille. « Absolument parfaite ». Hélène ne pouvait pas parler, prise par l'émotion la plus pure qu'elle ait jamais ressentie. Elle caressa le petit visage rouge et gonflé de Léa, sentant une vague d'amour si intense qu'elle en était presque douloureuse. Des heures plus tard, avec Léa déjà nettoyée, pesée, mesurée et allaitée pour la première fois, Hélène reposait dans le lit d'hôpital, observant Édouard bercer leur fille près de la fenêtre. La scène était si belle, si complète, qu'elle semblait presque irréelle. « J'ai pensé que je n'aurais jamais cela, dit-elle doucement. Une famille, un foyer, un amour véritable. » Édouard s'approcha, s'asseyant soigneusement au bord du lit avec Léa dans les bras. Parfois, le destin nous conduit par des chemins tortueux pour nous amener exactement là où nous devrions être. Hélène tendit la main, touchant d'abord le petit visage de sa fille, puis celui de son mari. « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, de nous avoir donné une chance, même quand cela semblait impossible. »« Impossible ?» Édouard sourit, se penchant pour l'embrasser doucement. « Rien n'est impossible quand il s'agit d'amour véritable. Peut-être avons-nous commencé notre histoire de la mauvaise façon, mais ce qui importe est comment nous choisissons de la continuer. » Hélène sourit, se sentant véritablement en paix pour la première fois de sa vie. Le chemin avait été long et douloureux, marqué par des secrets, des mensonges et des blessures profondes. Mais chaque pas, chaque obstacle, chaque révélation les avait conduits à ce moment parfait. « Je t'aime », murmura-t-elle, ses yeux commençant à se fermer avec la fatigue de l'accouchement. « Je t'aime aussi », répondit Édouard, plaçant Léa délicatement dans le berceau à côté du lit. « Dors un peu, je serai là quand tu te réveilleras. Je serai toujours là. » Tandis qu'Hélène s'endormait, Édouard contemplait les deux femmes qui avaient transformé sa vie, son épouse et sa fille. Ce qui avait commencé comme un mariage basé sur des attractions superficielles et des attentes sociales s'était transformé en une union profonde, forgée dans la fournaise de la vérité et de la vulnérabilité. Le refus d'Hélène lors de la nuit de noces, qui à l'époque avait semblé un rejet dévastateur, avait en réalité été le premier pas dans un voyage de découverte de soi pour tous les deux. Un voyage qui les avait menés non seulement l'un vers l'autre, mais vers des versions plus vraies, plus complètes d'eux-mêmes. Et maintenant, avec Léa, ils avaient l'opportunité d'écrire un nouveau chapitre, une histoire d'amour, d'acceptation et de famille. Une histoire où le passé ne déterminait pas l'avenir, mais offrait des leçons précieuses pour le construire meilleur. Édouard embrassa doucement le front de sa fille endormie et murmura « Bienvenue au monde, Léa Marthe Martin. Ton histoire ne fait que commencer.